Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur le cœur du sportif aîné. On va démarrer d'une minute à l'autre. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur le cœur du sportif aîné. Mon nom est Benoît Massard, je suis le coordinateur fédéral des Néosports et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais introduire cette conférence. Je laisserai ensuite la parole au docteur Broet pour rentrer dans le vif du sujet. En petit mot d'introduction et avant de présenter un peu le curriculum du docteur Broet, quelques petites considérations pratiques et techniques. Voilà, d'abord, sachez qu'on est actuellement 327 personnes inscrites à cette conférence, un petit peu moins qui sont en train de visionner là en direct la conférence. Donc ça, c'est un avantage du numérique, c'est que même si on n'a pas le plaisir de pouvoir se voir ensemble et partager ensuite un petit verre après les conférences et Néosport, on a quand même l'avantage de pouvoir se réunir de manière un peu plus conséquente qu'habituellement. Généralement, chez Néosport, nos conférences regroupaient une centaine de participants, donc on est quasi 3 fois plus que le nombre habituel. Donc bienvenue aux membres Eneosport, bienvenue également aux non-membres Eneosport, hein, cette activité est ouverte à tous. Voilà, sachez qu'Eneosport organise généralement 3-4 conférences annuelles. C'est la première conférence en ligne qu'on organise. Voilà, c'est une première pour nous également. On a dû fatalement adapter un petit peu la manière dont on procède. Alors, quelques petites questions, considérations techniques. Voilà, vous n'aurez pas la possibilité, vous vous en doutez, d'interagir directement, étant donné qu'on est très nombreux à cette conférence. Par contre, si vous avez des questions à l'attention de l'orateur, je vous invite à les poser de manière écrite dans le fil de discussion. Et nous, on est une équipe de modérateurs, on se chargera de relayer ces questions lors de 2 moments de questions-réponses. Un moment en milieu de présentation du docteur Broet, donc à peu près à mi-parcours. Et donc là, on relaiera quelques questions que vous aurez posées dans le chat, dans le fil de discussion. Et puis, bien entendu, on procédera aussi à une deuxième vague de questions-réponses à la fin de la présentation du docteur Broet. Donc voilà, si vous avez des questions qui vous viennent en tête en cours d'exposé, écrivez-les dans le fil de discussion et je me chargerai de les relayer ensuite au docteur Broet durant ces 2 moments de questions-réponses. Alors sachez aussi qu'une fois la conférence terminée, on vous enverra le lien pour revisionner ou partager en fait la vidéo
à vos proches. Donc, on vous enverra le lien à l'adresse mail à laquelle vous vous êtes inscrite à l'événement. Vous pourrez la revoir. Et également le support PowerPoint de présentation du Dr Brouet. Donc ça, ce sera en fin de présentation. Voilà, alors avant de présenter le Dr Brouet, encore une information à vous transmettre. Sachez également que durant ce mois de mars, on va organiser d'autres conférences en lien avec l'activité physique et la santé. Ici, vous avez compris qu'on va parler plutôt du cœur. La prochaine conférence, et je vais déjà vous l'indiquer, aura lieu le 8 mars, donc lundi prochain, et ce sera le Dr Henri Nilens, qui viendra parler justement de la reprise de l'activité physique, espérons-la la plus rapide possible, et du lien entre l'activité physique et la sédentarité. Et donc elle aura pour titre, pour votre santé, bouger, la reprise de son activité physique en toute sécurité. On vous enverra par mail les informations par rapport à cette prochaine conférence. Alors par rapport à l'orateur de ce jour, Dr Brouet, rapidement, donc le Dr Brouet est médecin, diplômé de l'UC Louvain en 1968. Il est spécialisé en médecine interne et en cardiologie. Il fut chef de service associé dans le service de pathologie cardiovasculaire et il développe un intérêt marqué pour la prévention cardiovasculaire. À ce titre, nous verrons très certainement que l'activité physique régulière joue un rôle important dans cette prévention. C'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui, vous vous en doutez. Il est professeur émérite de l'UC Louvain depuis 2008 et cardiologue retraité depuis 2013. Je remercie en tout cas de faire cet exercice de conférence virtuelle avec nous et je lui cède la parole. Alors, bonjour, je me permets juste après Benoît, je suis Florence Batty, hein, je vais un petit peu coordonner les écrans pendant cette conférence. Là, je m'adresse à Dr Brouet, vous pouvez repartager votre PowerPoint comme vous l'avez fait il y a quelques minutes. Comme ça, je vous diffuse avec votre PowerPoint. Vous pouvez activer votre micro également. Voilà, vous m'entendez? C'est parfait, oui. Il suffit encore donc de partager votre PowerPoint et puis je vous lance. Sur quelle icône dois-je cliquer? Ici en haut, la petite flèche. Le petit carré avec la petite flèche, oui. Là. Et voilà. C'est parfait. Alors voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Tout à fait. OK. Aïe. Vous me dites quand je peux lancer la conférence? Oui, parfaitement, Dr Brouet. Donc là, actuellement, on voit votre support PowerPoint. Oui. Et donc, dans quelques instants, au feu vert de ma collègue Florence Batty, vous pourrez voilà. démarrer votre présentation. Vous pouvez vous présenter. Voilà, donc je suis le docteur Christian Brouet. La présentation a été faite par Benoît Massard, donc je n'y reviendrai pas. Et je vous souhaite le bonjour à toutes et à tous. Tout le monde m'entend? Il n'y a pas de problème technique? Allô? Tout marche, Dr Brouet. On Oui. vous entend parfaitement, oui. Je peux y aller. Je vous en prie. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde et je n'oublie pas de remercier toute l'équipe d'Eneosport de m'avoir invité à vous faire cet exposé sur le cœur du senior sportif. Cela peut paraître étonnant de s'intéresser au cœur en cette période de pandémie, mais n'oublions pas que le cancer et la maladie cardiovasculaire restent les principales causes de mortalité, y compris en période de pandémie. Alors voici le plan de mon exposé. Nous allons commencer par rappeler le fonctionnement du cœur et du système cardiovasculaire, c'est-à-dire le cœur et les artères. Ensuite, nous verrons les différents types d'exercices physiques et nous parlerons des bénéfices cardiovasculaires de l'activité physique et des risques éventuels. Et dans la seconde partie de l'exposé, le quatrième point, on s'intéressera plus particulièrement au sujet principal qui est l'activité physique des personnes âgées, des seniors, chez les personnes en bonne santé et ensuite chez les personnes qui ont déjà eu un problème cardiaque.
Donc nous allons commencer par rappeler en quoi consiste le cœur et le système cardiovasculaire. Alors vous savez que le cœur est un muscle creux qui a pour mission de pomper le sang. Pour vivre et fonctionner, notre corps a besoin d'oxygène. Et c'est le sang qui, en circulant, le transporte partout dans notre corps. Donc le cœur est une pompe qui a pour but de faire circuler le sang. Le cœur est une pompe et c'est une pompe très performante. Imaginez-vous que si notre fréquence cardiaque, donc le nombre de battements par minute, est de environ 75 battements par minute, ce qui est une fréquence cardiaque habituelle, en 24 heures, cette pompe aura fonctionné 100 000 fois pour faire circuler 7000 litres de sang. Donc c'est ce qui se passe en 24 heures, imaginez-vous, sur toute une vie d'une personne qui atteint l'âge de 80 ans, ce qui est la longévité moyenne dans notre population. Donc une pompe qui est très performante. Alors le cœur, c'est un organe, c'est un muscle qui a la grosseur un peu plus d'un point, un peu plus gros qu'un point, et qui se trouve au milieu de la poitrine, derrière l'os du sternum, entre les deux poumons. Et vous voyez que du cœur part toute une série d'artères et de veines qui s'appellent des vaisseaux. En fait, c'est comme un vaisseau qui transporte des marchandises. Ici, les artères et les veines transportent le sang partout dans le corps. Vous voyez que la pointe du cœur est située un peu du côté gauche, mais la plus grande partie du cœur se trouve vraiment au milieu de la poitrine. Et lorsqu'il y a des symptômes d'une maladie cardiaque, c'est généralement au milieu de la poitrine et non pas du côté gauche de la poitrine que cela se passe. Alors, comment fonctionne cette pompe? Eh bien, de façon très schématique, le cœur est divisé en 4 cavités. Il y a d'abord des réceptacles qui reçoivent le sang, les oreillettes, et vous avez les parties du cœur, les ventricules, qui sont la partie véritablement faisant office de pompe. Il y a un ventricule gauche et un ventricule droit. Le ventricule gauche contient le sang oxygéné, qui a une couleur rouge vif. Ce ventricule gauche pompe ce sang oxygéné dans une grosse artère qui s'appelle l'aorte et qui va apporter le sang partout dans le corps, dans tous les organes du corps. Après avoir réalisé son office, ce sang oxygéné va se charger d'impuretés, d'anhydride carbonique qui prend une teinte un peu bleutée, et ce sang de couleur bleue revient au cœur du côté droit par une série de veines qu'on appelle les veines caves. De l'oreillette droite, il passe dans le ventricule droit, et le ventricule droit pompe ce sang qui manque d'oxygène dans l'artère pulmonaire vers les poumons, où au contact de l'oxygène de l'air que nous inhalons, ce sang va se débarrasser des impuretés, se charger d'oxygène, revenir au cœur gauche par les veines pulmonaires, retomber dans le ventricule gauche et le cycle recommence. Bien entendu, ces deux ventricules, gauche et droit, fonctionnent de manière parallèle, de manière synchrone. Alors ça, c'est quand tout se passe normalement. Le cœur, étant lui-même un organe, a également besoin d'oxygène. Alors comment cet oxygène lui est-il fourni? Eh bien, il lui est apporté par l'intermédiaire d'artères qui naissent de l'aorte, donc qui contient le sang oxygéné, et qui vont, ces artères, apporter l'oxygène aux cellules de notre muscle cardiaque pour qu'elles puissent fonctionner normalement. Ces artères qui naissent de l'aorte et qui entourent le cœur sont appelées les artères coronaires. Ça n'a rien à voir avec le virus corona. Ces artères coronaires vont simplement dire qu'elles entourent le cœur à la façon d'une couronne. Alors cela, c'est quand tout fonctionne normalement. Mais ces artères peuvent, au cours de la vie, devenir le siège d'altérations, d'anomalies. Ces artères peuvent devenir malades. Et c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Alors, qu'est-ce que c'est que l'athérosclérose? Le terme vient du grec, athéroma, qui veut dire bouilli. Eh bien, l'athérosclérose, c'est une accumulation graduelle de matière grasse sur la paroi interne de ces artères. Et cette athérosclérose est la cause de la quasi-totalité, 95% des maladies coronariennes. Au niveau des artères coronaires, ça s'appelle la maladie coronarienne. Alors, vous voyez comment les choses se passent. Donc, ceci, on vous a représenté ici schématiquement le cœur avec deux artères coronaires, une artère coronaire droite et une artère coronaire gauche.
Si on fait une coupe dans le sens de la longueur de cette artère, on a ici représenté la formation graduelle de matière grasse à la paroi interne de l'artère, matière grasse contenant des fibres, du calcium, du cholestérol. Et vous imaginez que lorsque cette plaque de matière grasse s'accumule de plus en plus, le passage du sang est entravé, les cellules myocardiques ne reçoivent plus suffisamment d'oxygène, des symptômes peuvent apparaître, c'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine, des douleurs dans la poitrine, mais cela peut rester également sans symptômes, asymptomatique pendant très longtemps. Lorsque l'entièreté de la plaque obstrue la cavité de l'artère, le sang ne passe plus du tout et il peut se produire à ce moment-là un accident aigu. Mais en général, ce n'est pas la façon dont ça se passe, ce n'est pas comme dans un tuyau de machine à laver où c'est le calcaire qui va finalement entraver le passage du sang. Voici comment les choses se passent en réalité. Ici, excusez-moi pour l'anglais, certaines diapositives sont en anglais, je vous explique. On a ici fait une coupe transversale, cette fois-ci dans le sens du petit axe, comme un macaroni qu'on coupe en deux, de cette artère. Vous voyez que l'artère, la paroi de l'artère est constituée de différentes couches, et il y a ici une couche interne, très fine, qu'on appelle l'endothélium. L'endothélium sépare le sang qui circule à l'intérieur de l'artère de la paroi elle-même de l'artère. Eh bien, cet endothélium peut être altéré au cours de la vie et des cellules graisseuses, des cellules spumeuses, peuvent venir s'infiltrer au niveau de la paroi de l'artère. Et vous voyez que ces cellules spumeuses deviennent de plus en plus nombreuses. Elles vont alors former une plaque lipidique. Lipide, ça veut dire graisse, donc une plaque graisseuse qui va progressivement diminuer la cavité interne de l'artère. Et en général, ce n'est pas cette plaque qui finit par obstruer complètement l'artère. Ce qui se passe, c'est qu'un phénomène inflammatoire se produit au niveau de ces minces endothélium. La plaque se casse, il y a une rupture de plaque, une déchirure de plaque, et le sang qui circule à l'intérieur de l'artère arrive en communication avec le cholestérol de la plaque, et automatiquement un phénomène de coagulation se produit, un caillot se forme à l'intérieur de l'artère. Et c'est ce caillot qui brusquement va obstruer l'artère, empêcher le passage du sang, et c'est l'accident qu'est l'infarctus du myocarde. La partie du cœur qui recevait normalement de l'oxygène n'en reçoit plus, et les cellules myocardiques vont mourir. Alors ce processus se produit au niveau des artères coronaires, il peut se produire au niveau de n'importe quelle artère du corps. Quand cela se produit au niveau d'une artère cérébrale, c'est ce qu'on appelle la thrombose cérébrale ou l'accident vasculaire cérébral. Alors, pourquoi ces artères peuvent-elles s'altérer au cours de la vie? Eh bien, bon, l'âge est une bonne façon de vivre longtemps, mais malgré tout, avec l'âge, des altérations physiologiques peuvent se produire. Mais il y a toute une série de circonstances qui font que ces anomalies peuvent se produire plus fréquemment chez certains sujets. Les fumeurs de cigarettes, les gens qui sont atteints de diabète, d'hypertension artérielle, les gens qui ont un taux de cholestérol trop élevé, et également, parmi ces facteurs de risque, nous avons la sédentarité. Donc nous allons parler maintenant de la façon de contrecarrer la sédentarité, donc de diminuer le risque cardiovasculaire, c'est l'activité physique. Je pense que j'ai ici un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez toujours? On vous entend parfaitement. Mais j'ai un problème de... Je ne peux plus faire passer la diapositive suivante. Et j'ai un problème de connexion Wi-Fi probablement. Alors, essayez peut-être de redémarrer votre connexion Wi-Fi ou de recharger votre PowerPoint. Mais le problème, c'est que je suis bloqué au niveau de mon écran pour le moment. Alors, je ne sais pas que faire. Je n'ai plus de... Est-ce que vous pouvez passer éventuellement les diapositives? Oui, je pense qu'on va faire ça. Et c'est un peu parce que moi, je suis tout à fait bloqué au niveau du clavier ici. Alors, pas de souci, je vais prendre votre diapositive. Un petit instant.
Ce sont les aléas du direct. Présentation, je peux cliquer sur arrêter la présentation. Oui, vous pouvez cliquer sur arrêter la présentation, Dr Brouet. Voilà. Alors je vais... Non, je suis toujours... j'ai toujours ma connexion Wi-Fi, alors je ne comprends pas ce qui se passe. Peut-être refaites l'exercice de recharger votre présentation, et si ça ne fonctionne pas, alors nous-mêmes, on va défiler les slides à votre place. Voilà, ma Voilà. présentation. Voilà, ça fonctionne. Je suis reparti. Parfait, je vous en prie. Allez-y, sans problème. Oui. Bon, nous sommes au niveau de l'activité physique et nous voyons une série d'athlètes grecs qui participent aux Jeux Olympiques. C'est bien ce que tout le monde voit et que vous voyez. Je peux y aller? Oui, on vous voit parfaitement. Voilà. Donc, le sport. Le sport, l'activité sportive, c'est une activité physique à laquelle on s'adonne par plaisir ou par désir de dépasser ses performances. Et vous voyez que de tout temps, les hommes ont aimé pratiquer du sport. Ceci est la représentation d'un vase grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça le représente de superbes athlètes pratiquant la course lors des Jeux Olympiques. Il n'y avait pas que les hommes, les femmes également pouvaient participer aux Jeux Olympiques. Vous voyez qu'elle était revêtue d'un péplum alors que les hommes couraient complètement nus. Ces Jeux Olympiques féminins s'appelaient les Jeux Héréens. Ils étaient organisés en l'honneur de Héra, qui était la femme de Zeus, la protectrice de la femme et du mariage. Ces Jeux Héréens étaient réalisés tous les 4 ans, environ 15 jours après les Jeux Olympiques masculins. Alors, nous allons voir les différents types d'activités physiques, comment on peut les classer. Le premier type, ce sont les efforts de type endurance. Ce sont des efforts dynamiques, c'est-à-dire que l'on met en mouvement de façon rythmique de grandes masses musculaires. C'est par exemple la marche rapide, la natation, le cyclisme, la course. Le deuxième type, ce sont les efforts de type isométrique où on développe une force considérable pour un faible déplacement. Vous voyez ici les poids et haltères, différents types d'efforts qui visent au renforcement musculaire. Et le troisième type, ce sont des exercices qui favorisent le maintien d'équilibre et la synchronisation. Ce sont des exercices qui sont importants chez les personnes âgées parce que cela diminue notamment le risque de chute chez les personnes très âgées. Ceci est une diapositive compliquée, je ne vais pas la détailler. Cela montre simplement un autre type de classification plus précise des exercices physiques en fonction de 4 critères. L'habileté, l'adresse, la puissance, la force, un mélange des deux et l'endurance. Et l'autre type de classement, c'est en fonction de l'intensité, haute, moyenne ou basse. Et vous voyez qu'on peut très bien avoir pratique du golf ou du tennis de table, c'est relativement faible. Pour les efforts de type résistance, vous avez les poids et haltères, le lancement du disque, judo, karaté, etc. Vous voyez que vous allez d'un niveau d'intensité faible à un niveau d'intensité élevé. Et vous voyez que pour les autres sports, on peut avoir le football, notre football européen, le basketball, le handball, pratiqué de façon raisonnable, récréative ou en compétition. Et tout ça augmente l'intensité. Donc on peut classer une activité physique, une activité sportive selon différents critères. Alors on sait que l'activité physique est donc une façon de réduire le risque cardiovasculaire. Et quelles sont les preuves que nous avons des bénéfices de l'exercice physique? Et voici une notion historique. En fait, c'est au début des années 50 qu'on a montré que l'exercice physique pratiqué régulièrement amenait une réduction de la mortalité et de la morbidité de la maladie coronarienne, c'est-à-dire du nombre d'infarctus. Le premier à l'avoir démontré est un chercheur britannique, Morris, en 1953, qui a montré que les chauffeurs de bus londoniens avaient beaucoup plus de risques d'avoir un incident coronarien et d'en mourir que les receveurs qui passaient leur journée à monter d'un étage à l'autre de ces bus. Un auteur américain, en 1975, a montré la même chose chez les dockers de San Francisco, aux États-Unis. Les dockers qui avaient l'activité physique la plus lourde étaient ceux qui avaient le moins de mortalité cardiovasculaire. Et le même Paffenbarger, dans une population tout à fait différente, les anciens étudiants de l'université Harvard, a montré que ceux qui avaient fait de la compétition sportive pendant leurs années
d'études, avait moins de risques cardiovasculaires plus tard dans la vie, surtout s'ils continuaient à avoir une pratique sportive après leurs années d'université. Et on a même montré, ça c'est un chercheur allemand, au début des années 90, que l'activité physique pratiquée à un certain niveau permettait de ralentir la progression et même de produire une régression de plaques d'athérome à l'intérieur des artères coronaires. Ça, c'était la preuve, disons, définitive que l'activité physique pouvait être bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé concernant les bénéfices de l'exercice physique? Eh bien, cette pratique régulière d'exercice physique entraîne une réduction du risque coronarien en synergie avec d'autres facteurs de risque, parce que c'est vrai que les gens qui sont normalement actifs et les sportifs sont également des gens qui font plus attention à leur hygiène de vie, moins abstention du tabac, alimentation équilibrée, etc. Mais on a également démontré par plusieurs études que l'activité physique avait un effet indépendant, c'est-à-dire qu'elle était bénéficiaire indépendamment des autres facteurs du style de vie. Alors, à partir de quelle quantité d'exercice physique peut-on parler de prévention cardiovasculaire? Peut-on attendre un bénéfice cardiovasculaire? Eh bien, la question est encore actuellement débattue. Le consensus était qu'il fallait atteindre un certain niveau d'exercice physique qui est exprimé en termes de nombre de kilocalories par semaine d'énergie dépensée, et c'était au-dessus du seuil de 2000 kilocalories par semaine qu'on pouvait espérer une prévention cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce que représente 2000 kilocalories par semaine? Vous voyez ici en bas, environ 3 heures de jogging par semaine, ou 1h15 de marche à allure normale chaque jour, ou 30 à 40 minutes de marche rapide, ce que les Anglais appellent brisk walking par jour. Ceci est discuté et actuellement, on pense qu'une quantité moindre d'activité physique peut également entraîner un bénéfice. En tout cas, pour démontrer la régression des lésions d'athéromatose coronarienne, il faut quand même qu'il y ait une quantité d'exercice physique importante. Il faut dépasser 2200 kilocalories par semaine. Alors voilà un exemple de recherche, un éditorial d'un journal scientifique anglais qui avait montré que la marche rapide entraîne des bénéfices cardiovasculaires similaires à ceux que procurent des exercices plus vigoureux. Donc la marche assez rapide, c'est-à-dire au seuil de l'essoufflement, ou pour qu'on transpire un peu et qu'on mue un peu sa chemisette, cette marche rapide peut entraîner des bénéfices cardiovasculaires. Et tout récemment, au mois de janvier dernier, donc le mois dernier, une vaste étude anglaise a montré chez une population de 90 000 sujets, population qui vient de la biobanque du Royaume-Uni, a montré qu'il y avait, plus la quantité d'efforts dépensés était importante, plus le bénéfice cardiovasculaire était important. Et l'intérêt de cette étude, c'est que l'on a mesuré la quantité d'exercice physique, non pas par un auto-questionnaire, mais par un petit dispositif qui permettait de mesurer de façon quantitative la quantité d'exercice physique réalisé, dépensé chaque jour au moyen donc de cet appareil que l'on porte comme une montre ou au niveau de la hanche, un accéléromètre. Eh bien, cette étude a montré que les gens qui avaient la quantité d'exercice physique le plus importante avait une réduction de 50% de la morbidité, de la mortalité cardiovasculaire, mais ceux qui avaient le niveau d'activité physique le plus faible, c'est-à-dire juste au-dessus de la sédentarité, avaient déjà une réduction de 30% par rapport aux gens qui sont tout à fait sédentaires. Donc, en résumé, quand on fait de l'exercice physique, le plus c'est le mieux, mais un petit peu vaut mieux que rien du tout. Alors, me voilà de nouveau bloqué. Alors, simplement peut-être un petit peu de patience, hein, monsieur le docteur Brouet, je pense que oui. Il faut que ça ait le temps de charger. Vous allez devoir également reprendre la main.
Alors, je vous propose de faire la même opération que tout à l'heure. C'est peut-être de arrêter le partage de votre présentation pour la relancer par la suite. Voilà. Hop. Et j'en profite aussi pour vous inviter, si vous avez des questions durant l'exposé, de les noter dans le fil de la discussion. On est actuellement 110 personnes en train de voir la présentation du docteur Brouet. J'ai déjà 2-3 questions que je relayerai à l'interruption de la présentation pour le docteur Brouet. Et voilà. Voilà, c'est reparti. Donc, nous avons jusqu'ici parlé des bénéfices de l'activité physique. Disons un mot quand même sur les précautions à prendre et sur les risques éventuels. Est-ce que l'activité physique peut comporter un certain risque? Eh bien oui, vous savez qu'il y a ces cas rares, heureusement, mais toujours très importants et frappant l'imagination, ces cas de mort subite chez des jeunes sportifs de compétition. Ici, on a représenté différents cas d'arrêt cardiaque, de mort subite pendant la pratique du football, mais ça peut se voir avec n'importe quel sport, le basketball, le cyclisme. En fait, ces cas qui, heureusement, restent extrêmement rares de mort subite chez des jeunes sportifs. Le type de sport importe peu, c'est surtout les sports les plus populaires dans certains pays qui donnent leur lot de mort subite chez les jeunes sportifs. Donc, il faut savoir qu'au cours d'un exercice physique, il y a un risque augmenté d'arrêt cardiaque quand on a une pathologie existante. Alors, quel type de pathologie peut-on avoir? Eh bien, la plupart du temps, c'est une cardiopathie qui est méconnue. Chez les sujets de plus de 40 ans, c'est généralement une maladie coronarienne. C'est le cas habituel d'un homme d'âge moyen qui fait un match de tennis contre son fiston, qui veut montrer qu'il est toujours aussi performant, et hop, l'accident se produit pendant la partie de tennis. Chez les sujets jeunes, des moins de 40 ans, c'est l'existence généralement d'une cardiopathie structurelle, donc d'une anomalie, soit au niveau des artères coronaires, soit au niveau du cœur lui-même. Par exemple, une hypertrophie, une augmentation d'épaisseur des parois du cœur qui est généralement d'origine génétique. C'est généralement dans ces cas-là qu'il peut y avoir un souci et qu'on peut avoir des cas de mort subite pendant la pratique sportive chez des sujets jeunes, d'où le questionnement concernant la nécessité d'un dépistage, d'un screening dans les populations de jeunes sportifs. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce risque d'arrêt cardiaque pendant le sport, généralement, peut être modulé par la connaissance qu'on peut avoir de certains symptômes. Généralement, dans les jours, les semaines qui précèdent l'accident, il y a eu des symptômes qui n'ont pas été pris en considération. Ce sont parfois des symptômes typiques. Par exemple, une douleur dans la poitrine inhabituelle, un essoufflement qui n'existait pas auparavant. Mais il peut également s'agir de symptômes atypiques comme une grande fatigue ou un syndrome grippal, d'où le message si vous pratiquez du sport et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas dans votre assiette, comme on dit, il vaut mieux remettre la pratique de tennis, de squash, etc. à plus tard. Donc, moyennant ces précautions, en général, les bénéfices, la balance risque-bénéfice est généralement en faveur de l'activité sportive. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons parler de l'activité physique chez la personne âgée, du sport chez le senior. Mais ici, je pense que nous allons avoir droit à une pause de façon à ce que vous puissiez poser éventuellement les questions qui occupent votre esprit. Effectivement, alors j'en ai déjà reçu quelques-unes. Alors, première petite question, docteur Brouet, vous parliez en début de présentation de la fréquence cardiaque d'une personne qui serait voilà, de 75 au repos. Donc, qu'est-ce qui fait varier justement cette fréquence cardiaque? Et pourquoi la fréquence cardiaque d'une personne est différente d'une autre? C'est-à-dire que des personnes, on a en tête que des personnes très sportives, je pense qu'au repos, ont une fréquence cardiaque inférieure à celle de personnes sédentaires. Donc, pourquoi cette fréquence cardiaque est différente d'une personne à l'autre? Ça, c'est une première question.
Et alors, une deuxième question, et c'est lié aussi à la fréquence cardiaque, c'est par rapport justement au fait que vous indiquiez que la marche rapide pouvait être justement intéressante, je pense particulièrement pour les aînés. Est-ce qu'il y a des activités qui sont peut-être trop intenses, qu'il vaudrait mieux justement ne pas pratiquer? Est-ce que des activités physiques intenses, peut-être en termes de durée ou de niveau d'effort, sont plutôt à déconseiller pour certains publics? Voilà. Merci. Pour répondre à la première question, pourquoi la fréquence cardiaque est différente d'une personne à l'autre, en fait, la fréquence cardiaque, elle dépend de l'existence de petits récepteurs qui se trouvent un peu partout dans notre corps et qu'on appelle les récepteurs bêta-adrénergiques. Nous avons ces récepteurs qui permettent de monter en fréquence cardiaque, d'atteindre une fréquence cardiaque élevée, notamment lors de la pratique d'exercice physique. Eh bien, ces récepteurs bêta-adrénergiques sont plus nombreux chez les sujets jeunes et ont tendance à diminuer avec l'âge. Donc, l'âge est le premier facteur qui va entraîner une variation, une diminution de la fréquence cardiaque. Un sujet jeune peut atteindre des fréquences cardiaques très élevées, hein, à l'effort maximal de 160, 180, 200 par minute. Une personne âgée va dépasser rarement 140 à 150 par minute au cours d'un même effort maximal. Donc, c'est un facteur qui est lié à l'âge. Le second facteur est un facteur génétique, parce que cette densité de bêta-récepteurs varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes ont spontanément une fréquence cardiaque plus basse que d'autres personnes. Les femmes ont en général une fréquence cardiaque plus... Le sexe intervient également. Les femmes ont généralement une fréquence cardiaque un peu plus élevée que les hommes au repos. Donc voilà toute une série de facteurs qui expliquent la variation de fréquence cardiaque d'une personne à l'autre. Alors, pour répondre à la seconde question, la marche rapide peut entraîner une fréquence cardiaque qui est également élevée et proche de la fréquence cardiaque maximale. Alors, est-ce qu'il y a certains efforts qui seraient, certains types de sports qui seraient plus à risque que d'autres? Bien, tout dépend de l'intensité et de la durée de l'effort que l'on va réaliser. Il y a certains sports qui comportent à la fois un mélange d'efforts dynamiques et isométriques qui peuvent représenter un certain risque parce qu'il y a une augmentation importante de la pression artérielle. Si vous prenez par exemple, un bel exemple, c'est le squash. En fait, le squash, c'est 3/4 d'heure de squash équivalent à peu près à 1h30 de tennis en simple en ce qui concerne la quantité d'énergie. Donc, tout dépend non pas de la nature du sport, mais surtout de l'intensité et de la durée pendant laquelle l'activité sportive va se dérouler. Mais ça dépend également de l'entraînement, de la capacité physique du sportif. Et là, j'en parle dans la seconde partie de l'exposé. Merci, Dr Brouet. Je relaye aussi également une question de Roger et de Françoise qui se pose la question par rapport à la consultation chez son cardiologue. Donc, à partir de 65 ans, en bonne santé, à quel rythme faut-il voir son cardiologue? La question de Roger. Et la question de Françoise qui est reliée. À partir de quel âge un jeune faisant du vélo et de la marche doit-il consulter un cardiologue? Bien, tout dépend de vos antécédents. Je pense que la limite habituelle que l'on donne est de 40 ans. En dessous de 40 ans, on est considéré comme une personne jeune qui n'a pas besoin nécessairement de consulter un médecin traitant ou un cardiologue avant de s'adonner à une pratique sportive. Au-delà de 40 ans, on peut imaginer que si vous n'avez jamais eu aucun problème de santé dans votre vie, il n'est pas non plus nécessaire de vous précipiter chez un cardiologue pour lui réclamer un test d'effort. Ce n'est que si vous avez déjà eu des problèmes et des soucis de santé, cardiovasculaires notamment, qu'il est préférable alors de prendre ses précautions et de demander d'abord à son médecin ou à son cardiologue son avis. Nous avons parlé des cas de mort subite chez les sujets jeunes. Bon, là, ça reste une question qui est débattue parce qu'on ne peut pas imaginer faire un screening chez tous les jeunes sportifs, surtout quand ils pratiquent du sport de compétition. Mais là aussi, on se base sur l'histoire familiale parce que s'il y a des cas de mort subite dans la famille, là, il faut
prendre des précautions, et l'histoire personnelle également, mais en général, ce n'est pas recommandé dans la population générale. Alors, pour les personnes vraiment plus âgées, la limite est généralement 65 ans. Pour les plus de 65 ans, chez les personnes qui sont sédentaires, qui n'ont jamais pratiqué vraiment d'activité sportive, qui veulent commencer, là, il est préférable, effectivement, de contacter un cardiologue afin qu'il réalise une épreuve d'effort qui permettra de déterminer la capacité physique et qui permettra au cardiologue de donner des conseils personnalisés en ce qui concerne la pratique sportive ou la reprise de pratique sportive. Merci, Dr Broé. Je vais prendre encore 2 questions et puis alors vous laissez ensuite continuer votre exposé. Une question de Philippe qui nous demande combien de temps faut-il pour récupérer après une péricardite, hein, on parle d'1 an. Est-ce qu'il y a des évités à éviter ou d'autres qui sont à recommander? Ça, c'est la première question de Philippe. Peut-être aussi expliquer un peu pour tout le monde ce que c'est une péricardite. Et alors la question de Michel, si du spinning, donc du vélo, je pense à quand même forte intensité, peut être conseillé, est conseillé quand on a des ressentis de douleur à la poitrine. Voilà. Première question de Philippe par rapport à la péricardite et du temps de récupération, et de Michel par rapport au spinning et des douleurs à la poitrine. Alors, pour répondre à la première question de Philippe, je crois, la péricardite, c'est une inflammation de la membrane du sac qui entoure le cœur. Donc, ce n'est pas une atteinte cardiaque proprement dite, c'est plutôt une inflammation de cette membrane qui peut donner des douleurs dans la poitrine, qui ressemble un peu à ce qu'on ressent dans un infarctus du myocarde, et qui peut atteindre des sujets jeunes également, et qui est souvent d'origine virale. Associé à la péricardite, il y a également la myocardite, ça c'est l'inflammation des cellules musculaires du myocarde, donc du muscle cardiaque, qui a à peu près le même profil. Ça peut atteindre des sujets jeunes, c'est une infection de nature virale. Il y a des cas de myocardite, péricardite qui ont été décrites dans l'infection par la Covid-19. Donc vous voyez que n'importe quel virus peut atteindre certaines parties du cœur, notamment le péricarde ou le myocarde. Après une péricardite, une myocardite, après guérison, on peut certainement envisager la reprise des activités physiques, mais il faudra être sous surveillance quand même cardiologique, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des récidives, surtout en ce qui concerne la péricardite. La myocardite, en général, c'est moins le cas, mais la péricardite peut récidiver, et elle récidive d'autant plus que l'inflammation a été traitée par de la cortisone. Contrairement à ce qui s'est passé dans le Covid, de la cortisone a apporté un bénéfice. Dans la péricardite, il faut éviter d'utiliser de la cortisone parce que ça favorise la récidive. Dans la myocardite, là aussi, il n'est pas question du tout d'avoir une activité physique pendant la phase aiguë. Il y a un risque d'arrêt cardiaque qui est certainement présent, mais après guérison, on a moins tendance à avoir une récidive et on peut envisager alors la reprise prudente toujours des activités physiques. Alors pour répondre à la question concernant le spinning, je ne sais pas du tout en quoi consiste cette pratique, mais de nouveau, pratique intense de la bicyclette, que ce soit le VTT ou la bicyclette ou le cyclisme sur route, tout dépend de votre capacité physique, de votre âge, de votre niveau d'entraînement, et je pense qu'il n'y a pas de limite à envisager. Mais si vous avez des douleurs dans la poitrine, alors prudence, de grâce, d'abord avoir une réponse médicale, réaliser au moins un électrocardiogramme de repos et de préférence un électrocardiogramme d'effort, parce qu'on peut voir, lorsqu'on enregistre un électrocardiogramme pendant un effort, apparaître des anomalies qui n'existaient pas sur l'électrocardiogramme de repos. Donc d'abord, consultation chez le cardiologue. Merci, Dr Broé. On vous laisse continuer votre présentation et on vous proposera de nouvelles questions donc à la fin de votre exposé. Voilà, donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et voir ce que l'on peut dire de la pratique sportive et de l'activité physique chez le senior. La première chose à dire, c'est que si on a atteint un certain âge et qu'on veut poursuivre une activité physique ou reprendre une activité physique, il faut connaître sa capacité physique, sa condition physique. Un moyen très simple, c'est ce qu'on appelle le test de l'escalier. Si vous pouvez monter 3 ou 4 étages, environ 60 marches, excusez-moi.
Excusez-moi, coup de téléphone intempestif. Si vous pouvez monter 3 ou 4 étages, environ 60 marches, sans devoir vous arrêter, sans trop d'essoufflement, c'est un bon test pour votre santé cardiaque. Cela veut dire que vous avez une bonne condition cardiaque et qu'il n'y a pas trop de soucis à vous faire. Si vous n'êtes pas capable de monter 3 ou 4 étages sans devoir vous arrêter, pour respirer plus facilement ou parce que vous sentez un malaise au niveau de la poitrine, là, il vaut mieux consulter un cardiologue. La meilleure façon de connaître sa condition physique, c'est de réaliser chez le cardiologue un test d'effort sur une bicyclette ergométrique. Ça peut également être pratiqué sur un tapis roulant. Et c'est un effort qui est un effort graduel où on va augmenter la résistance de la bicyclette de façon progressive, environ 20 watts par minute. Et vous voyez que pendant cet effort, on peut mesurer différents paramètres. L'électrocardiogramme, vous voyez défiler l'électrocardiogramme pendant le test d'effort, la pression artérielle mesurée à intervalles réguliers, et dans certains cas, on peut faire respirer la personne dans un masque de façon à analyser l'échange des gaz, oxygène et anhydride carbonique. Donc on mesure la quantité d'oxygène qui est inhalée, qui est consommée, et la quantité d'anhydride carbonique qui est exsufflée. Et on a ainsi une bonne connaissance de la capacité physique. Il n'est pas toujours possible de réaliser une épreuve d'effort, et pourtant, les conseils que l'on va donner concernant la pratique d'exercice physique, ces conseils vont être basés sur la fréquence cardiaque que l'on peut atteindre lors d'un effort maximal. Alors, comment peut-on connaître cette fréquence cardiaque? D'une part, se baser sur la fréquence cardiaque maximale théorique. Si on ne réalise pas d'épreuve d'effort, on peut se baser sur 2 types de formules. La première formule, c'est la suivante. La fréquence cardiaque maximale est égale à 220 moins l'âge. La seconde formule, fréquence cardiaque maximale, est égale à 205 moins la moitié de l'âge. Ces 2 formules donnent des résultats différents. Par exemple, une personne de 70 ans, avec la première formule, la fréquence cardiaque maximale est de 220 moins 70, moins l'âge, ça fait 150 par minute. Avec la deuxième formule, vous avez 205 moins 70 divisé par 2, 35, ça fait 170 par minute. Vous voyez que vous avez, généralement la première formule est celle qui est utilisée, vous avez chez ce sujet de 70 ans, fréquence cardiaque maximale 150 par minute. Donc on pourra lui conseiller des efforts de façon à atteindre 65 à 85% de sa fréquence cardiaque maximale. Ce sera une bonne fourchette d'efforts. Si on veut être plus précis, on peut alors calculer l'intensité relative de l'effort, donc en connaissant la fréquence cardiaque maximale au repos et lors d'un effort, un réel effort maximal, par exemple sur bicyclette ergométrique. Alors pour cela, on va se baser sur la méthode de la réserve de fréquence cardiaque, qui est la différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque de repos. La formule utilisée s'appelle la formule de Karvonen, d'après le chercheur suédois qui l'a mise au point. Et voilà comment on procède. Voilà la façon dont un cardiologue ou un kinésithérapeute spécialisé va vous conseiller en ce qui concerne la pratique sportive. On vise une fourchette qui est de 65 à 85% de cette réserve de fréquence cardiaque, donc la différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque de repos, à laquelle vous ajoutez la fréquence cardiaque de repos. Voilà un exemple concret. Reprenons la personne de 70 ans. Imaginons qu'elle a une fréquence cardiaque de repos de 60 par minute, une fréquence cardiaque de son effort maximum de 150 par minute. Si vous prenez la première valeur, 65% de la différence 150 moins 60, et vous ajoutez au chiffre que vous obtenez 60, la fréquence cardiaque de repos, on obtient 118 battements par minute. Si vous prenez le deuxième seuil, 85%, de la même quantité, vous obtenez 136 par minute. Donc ceci veut dire que si au cours de l'effort de la pratique sportive, la personne reste en deçà de 118 par minute, l'effort est insuffisant. Il n'apportera pas de bénéfice cardiovasculaire. Si au contraire vous dépassez 136 par minute, ça veut dire que c'est un effort qui est trop important, qui est excessif, et le sujet va s'épuiser trop rapidement. Donc la bonne fourchette, c'est entre 118 et 136 par minute. Voilà la façon dont on peut calculer la fréquence cardiaque au cours de la pratique sportive.
Alors, voyons maintenant quelles sont les recommandations internationales de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, pour la pratique d'exercice physique chez les sujets âgés de plus de 65 ans. Un petit mot concernant la physiologie cardiaque chez le sujet âgé par rapport au sujet jeune. Donc, ce qui détermine la capacité physique, c'est la consommation maximale d'oxygène, la VO2 max, la quantité maximale d'oxygène qui est consommée par unité de temps. Et vous voyez que cette capacité physique est égale au produit du débit cardiaque et de la différence artério-veineuse en oxygène. Le débit cardiaque, c'est la quantité de sang qui est éjectée par le cœur au cours d'une unité de temps, et la différence artério-veineuse en oxygène, cela détermine la façon dont les muscles du corps vont pouvoir extraire l'oxygène du sang. Et ce débit cardiaque lui-même est égal au produit de la fréquence cardiaque par le débit systolique, c'est-à-dire la quantité de sang éjecté au cours de chaque battement, au cours de chaque systole. Eh bien, chez le sujet jeune, comment va-t-il augmenter sa capacité physique, sa VO2 max au cours de l'effort? Eh bien, c'est essentiellement en accélérant sa fréquence cardiaque, il peut monter très haut en fréquence cardiaque, et en augmentant la différence artério-veineuse en oxygène. Chez le sujet âgé, il n'en va pas de même. La fréquence cardiaque est moindre, nous en avons parlé tout à l'heure, et la différence artério-veineuse est également moins importante parce qu'il y a une diminution de la quantité de muscles avec l'âge. Il y a un petit peu de fonte musculaire au cours de l'âge. Donc le sujet âgé va augmenter sa capacité physique essentiellement en augmentant le débit systolique, la quantité de sang éjectée à chaque systole. Et pour cela, la seule façon qu'a le cœur d'agir, c'est de se dilater. Le ventricule gauche se dilate et peut pomper une quantité de sang plus importante à chaque battement. Ce qui veut dire, au total, que la VO2 max sera limitée chez le sujet âgé par rapport au sujet jeune, parce que le sujet âgé ne va pouvoir agir que sur un seul paramètre. Donc, quels sont les types d'activités sportives chez les sujets âgés? Bien, nous avons les efforts dont nous avons parlé de type dynamique, les sports d'endurance comme la marche nordique ou pas, le jogging gentiment, la bicyclette, mais également des exercices qui sont importants chez le sujet âgé, qui sont des efforts de type isométrique, avec un petit peu de poids et haltères, et des exercices qui visent à augmenter l'équilibre et la synchronisation. Il ne faut bien sûr pas exagérer, éviter des efforts de type résistif trop importants, parce que vous pouvez avoir des problèmes non pas cardiovasculaires, mais également articulaires, ostéo-articulaires. Voici une diapositive qui vous montre qu'un des bénéfices de l'activité physique, c'est également la convivialité, l'entente dans le couple. Donc, le fameux adage « mens sana in corpore sano », le sport, l'activité physique n'a pas que des effets physiologiques intéressants, mais également des effets sur la santé mentale de la population. Alors voici, en résumé, une diapositive un peu chargée, je m'en excuse, les recommandations de l'OMS chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Il est conseillé de réaliser par semaine 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée ou 75 minutes d'une activité d'endurance d'intensité soutenue. 150 minutes par semaine, ça fait environ 30 minutes par jour, donc une demi-heure par jour d'une activité physique comme le jogging, la marche, ou alors 75 minutes, c'est 15 minutes par jour d'une activité d'intensité plus importante. Vous pouvez très bien réaliser la période de 10 minutes, plutôt qu'une demi-heure de marche, c'est 3 fois 10 minutes. Si vous voulez atteindre des bénéfices supplémentaires, on peut doubler cette quantité, passer à 300 minutes d'intensité modérée, 150 minutes d'intensité soutenue. Des exercices pour améliorer l'équilibre et empêcher les chutes de 2 à 3 jours par semaine. Des exercices également de renforcement musculaire, 2 jours par semaine, autant que possible en fonction de l'état de santé et des capacités. Donc voilà l'ensemble des mesures qui sont recommandées chez les sujets de 65 ans, mesures qui ont été définies par l'Organisation mondiale de la santé. Donc voilà de nouveau le problème. Alors vous devez me redonner mes petites icônes pour pouvoir continuer. Eh bien oui, on va faire la même manière.
Oui. Arrêtez le partage de votre présentation. Voilà. Et alors, je vous propose de faire de la même manière. Vous cliquez sur la petite icône qui vous permet de repartager votre support. Je vois qu'il... J'y suis. Voilà. Voilà. Donc, l'important, ce n'est pas combien de temps nous allons vivre encore, jusqu'à quel âge nous allons pouvoir arriver. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs facteurs de risque et malgré tout, il atteint un âge important, ce vieux bonhomme. Mais c'est plutôt la façon dont nous allons devenir vieux. Ceci, c'est un sujet, un homme d'origine sikh, immigré en Autriche. Il a 102 ans et pratique son jogging quotidien. Alors voilà le take-home message, donc le message clé que l'on peut asséner concernant l'activité physique chez les personnes très âgées, de plus de 75 ans. Il faut autant que possible rester actif, même lorsqu'on est âgé de plus de 75 ans. Concrètement, la marche. Hein, la meilleure façon de marcher, c'est encore mettre un pied devant l'autre et puis recommencer, comme disent les scouts. Une demi-heure de marche par jour, c'est le type d'effort tout à fait qui connaît tout à fait à ces personnes. Mais il y a la pratique du vélo, la natation, le golf, le jardinage, les travaux de ménage. Donc, toute activité physique peut apporter un certain bénéfice et il ne faut pas s'en éloigner. Il faut plutôt envisager un mélange d'efforts d'endurance, de renforcement musculaire et des exercices pour l'équilibre et la synchronisation. Si l'on réalise cela après l'âge de 75 ans, plusieurs études ont montré qu'il y avait une augmentation en moyenne de 20% en capacité aérobique, donc de faire des efforts de type dynamique, une augmentation de 30% de la force musculaire et une diminution de 30% du nombre de chutes. Donc, toute une série d'avantages lorsque l'on reste actif au-delà de l'âge de 75 ans. Donc, la poursuite d'une activité physique est possible chez les gens âgés de plus de 75 ans, même chez les personnes fragiles ou porteurs de handicap, à condition de pouvoir réellement calibrer le type d'effort et l'intensité de l'effort qu'on peut proposer à ces personnes. Donc, l'adage mens sana in corpore sano est également valable chez les plus de 75 ans. Alors, nous avons vu donc les possibilités d'une activité physique régulière et poursuivie chez des gens de plus de 65, plus de 75 ans, en bonne santé, qui n'ont pas de problème cardiaque. Voyons maintenant ce qu'il en est chez des personnes qui ont déjà été victimes d'une affection cardiovasculaire. Cette photo représente l'ancien président américain Eisenhower qui a été victime pendant son second mandat d'un infarctus du myocarde. Et à l'époque, dans les années 50, la façon de traiter l'infarctus du myocarde, c'était un repos strict au lit pendant 4 à 6 semaines. Et ensuite, généralement, absence de reprise des activités professionnelles. On était très, très prudent. À l'heure actuelle, il en va tout autre. Après un accident cardiovasculaire comme un infarctus du myocarde, généralement, après quelques jours, on autorise la reprise d'activité physique. Et la meilleure façon de procéder, c'est de participer aux séances d'un centre de réadaptation cardiaque. Vous allez être encadré par une équipe pluridisciplinaire et je vais vous montrer quelques diapositives pour vous faire découvrir la façon dont un centre de réadaptation cardiaque fonctionne, notamment celui des cliniques universitaires Saint-Luc, dont j'ai eu l'honneur d'être le directeur pendant un certain nombre d'années. Vous voyez que nous avons une salle de gymnastique avec différents engins pour pratiquer différents types d'efforts et nous avons une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, de cardiologues, mais également de kinésithérapeutes qui jouent un rôle très important, d'assistants sociaux, de secrétaires et de psychologues. Et cette équipe va prendre en charge le patient de façon globale, non seulement la reprise d'une activité physique, mais également la surveillance de toute une série de facteurs de risque. L'amener à arrêter de fumer s'il est fumeur, à avoir une alimentation équilibrée, à reprendre plus facilement ses activités socio-professionnelles. Alors vous voyez que les personnes qui ont eu un infarctus du myocarde, excusez-moi, ou une chirurgie, qui ont bénéficié d'une chirurgie cardiaque, ont généralement droit à 45 séances qui sont remboursées en partie par la sécurité sociale sur une période de 3 mois. Ils viennent 2 à 3 fois par semaine au gymnase. Ils pratiquent des exercices de type, d'abord, on commence généralement par
de la gymnastique suédoise au sol, avec un moniteur pendant une certaine période. Et après cette séance de gymnastique, il y a l'utilisation de différents engins. Vous voyez des bicyclettes ici ergométriques, et vous voyez qu'ils ont l'air heureux de pratiquer ce type d'activité. Voilà les tapis roulants, et dans le fond là-bas, vous avez des machines à ramer. Donc leur effort a été, leur type d'exercice physique a été calibré par les kinésithérapeutes qui exercent la surveillance. Voilà l'utilisation des machines pour les efforts de renforcement musculaire. Voilà notre kiné en chef, Muriel, qui surveille la participation de ces différentes personnes. Quels sont les avantages de cette réadaptation cardiaque? Eh bien, on a montré que par rapport aux gens qui n'en faisaient pas partie, qu'il y avait chez ceux qui pratiquent la réadaptation cardiaque une amélioration de la morbidité, il y a une diminution du nombre de réhospitalisations après infarctus ou chirurgie cardiaque, et également une diminution d'environ un tiers de la mortalité, donc toujours par rapport aux personnes qui ne participent pas à la réadaptation cardiaque. L'autre avantage, c'est que ça permet aux participants de mieux gérer leur effort. Ils connaissent leurs limites et le type d'effort qu'ils peuvent pratiquer en dehors du centre de réadaptation dans la vie de tous les jours. Ça les sensibilise à l'intérêt de poursuivre des activités sportives ou physiques en dehors du centre de réadaptation. Cette structure, il y a une structure d'entretien qui est organisée d'ailleurs par le service de pathologie cardiovasculaire, mais je dirai un mot dans un moment. Il y a également possibilité de s'adresser à des centres de fitness qui sont spécialisés pour des personnes qui ont eu des problèmes cardiaques. Un autre avantage, ça vous donne davantage de confiance en soi. Cela permet une meilleure réintégration familiale, sociale et professionnelle. On voit que le taux de reprise professionnelle augmente après avoir participé à la réadaptation cardiaque. Et enfin, cela permet de corriger toute une série de facteurs de risque, tabac, hypercholestérolémie, hypertension artérielle, excès pondéral, etc. Lorsqu'on a terminé ces 45 séances, on repart dans la nature et là, on peut s'adresser à des associations de clubs sportifs pour des patients cardiaques. Cela existe dans tout le pays, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles. Là, il y a toute une série de critères qu'on doit prendre en considération. Ceci est une diapositive, je ne vais pas vous la détailler, ça montre simplement les 10 commandements de la cardiologie chez des personnes qui ont eu des problèmes, qui ont potentiellement des problèmes cardiaques ou risquent d'en avoir. Ce sont les 10 commandements de la Société européenne de cardiologie, mais je n'insiste pas. Voilà un exemple d'un club sportif, le Cœur Sport et Santé, qui se pratique à l'UCL. Et vous voyez qu'il y a toute une série d'activités physiques telles que pratique de gymnastique et également pratique sportive, volleyball ou badminton ou tennis de table. Voilà ce que l'on peut dire en ce qui concerne la pratique sportive chez des sujets âgés qui ont eu un problème cardiaque. Et j'arrive ainsi à la fin de mon exposé en m'excusant encore pour les petits problèmes techniques que nous avons connus et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr Bourrouet, pour la qualité de l'intervention et la clarté déjà des premières réponses. Il y en a de nombreuses, en tout cas dans le fil de discussion, on en a pris plusieurs. Alors, je vais essayer de les trier, mais donc on a d'abord un premier volet de questions qui concerne la pratique d'une activité physique avec un pacemaker. Hein, donc, est-ce qu'il y a des contre-indications particulières? Et notamment, je pense aussi une question par rapport à la pratique d'un massage cardiaque. C'est une question, je n'ai plus encore le nom de la personne qui l'a posée, Colette. Peut-on pratiquer un massage cardiaque chez une personne qui porte un pacemaker? Voilà, est-ce dangereux? Voilà, on va commencer peut-être par cette question-là, et puis alors je vous en poserai d'autres. Est-ce que vous me voyez toujours bien? Parce que j'ai mon écran qui est toujours avec ma diapositive. Voilà. On vous voit parfaitement et en fait on a arrêté la présentation de votre support PowerPoint, donc on vous voit maintenant à l'écran complètement. Alors, concernant le pacemaker, là, de façon très schématique, il y a deux types de pacemaker.
certains pacemakers vont produire au niveau des ventricules un rythme fixe. Donc, ce pacemaker qui a un rythme fixe veut dire que vous n'allez pas pouvoir dépasser une certaine valeur lors de l'exercice physique et que vous êtes limité au niveau de l'exercice physique. L'autre type de pacemaker, c'est un pacemaker qui détecte l'activité de l'oreillette, donc de la fréquence cardiaque naturelle, et qui la transmet au ventricule. Donc, avec ce second type de pacemaker, là, vous allez pouvoir faire augmenter votre fréquence cardiaque au cours de l'effort. Donc, deux types de pacemaker, l'un va vous limiter effectivement au niveau de l'effort, l'autre sera tout à fait indépendant de l'effort et vous permettra de faire un effort même relativement important. Est-ce que l'on peut pratiquer un massage cardiaque chez quelqu'un qui a un pacemaker? Oui, c'est toujours possible. Le pacemaker est généralement placé en dessous de la clavicule, du côté du cœur, du bras qui n'est pas le bras principal, mais bien sûr, un arrêt cardiaque chez une personne porteuse d'un pacemaker veut dire qu'il y a peut-être un malfonctionnement du pacemaker. Il faut d'abord avoir l'avis rapide d'un cardiologue à ce niveau-là. Mais on peut réaliser un massage cardiaque chez quelqu'un qui a un pacemaker, bien sûr. Merci, Dr Broet. Alors, une question de Francine. Je suis essoufflé au moindre effort. J'ai passé des examens, cœur et poumons, tout est normal. Est-ce simplement dû au manque d'exercice? Point d'interrogation. Je fais un peu de marche dès que possible. Donc, Francine a 76 ans. Elle n'a pas d'excès de poids? Elle n'est pas un poids trop Alors, j'ai pas d'indication supplémentaire par rapport à la question de Francine ici. Voilà. C'est un peu difficile de répondre de façon précise. Il faudrait voir si, donc, elle a passé différents tests, de quel test il s'agit exactement, parce qu'il n'y a pas que des problèmes cardiaques qui peuvent entraîner un essoufflement à l'effort, qui peuvent intervenir. Voilà, s'il n'y a pas un problème, il y a par exemple possibilité d'avoir un asthme à l'effort. C'est vrai que ça se produit plus souvent chez des personnes plus jeunes, mais c'est toujours une possibilité. Donc il faut que les tests soient à la fois à visée cardiaque et à visée pneumologique, pour voir quelle est l'explication. Il faut également voir s'il n'y a pas un problème au niveau de l'oxygénation sanguine, voir si la patiente n'a pas un problème d'anémie, donc une diminution du nombre de globules rouges qui entraîne de facto une diminution de l'oxygène au niveau du sang. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que le cœur qui peut expliquer un essoufflement à l'effort, mais des pathologies pulmonaires et des problèmes sanguins. Alors, une question ici par rapport à l'arthrose et le lien avec justement les risques cardiovasculaires. Est-ce que les choses sont liées? Est-ce que la question c'est comment concilier justement des articulations douloureuses avec la pratique d'une activité physique? J'ai bien conscience ici qu'on sort un petit peu du sujet du domaine cardiaque, mais voilà, est-ce que vous avez peut-être déjà des informations à transmettre ici à une personne anonyme? Non, arthrose, ce n'est absolument pas artériosclérose, hein, soyons bien clairs. L'arthrose, c'est simplement un vieillissement au niveau des articulations, avec une perte de la qualité du cartilage au niveau des articulations, qui peut entraîner des raideurs et des douleurs articulaires qui vont vous limiter dans une certaine mesure en ce qui concerne certains types d'efforts. Mais il est possible chez quelqu'un qui a un problème d'arthrose. Il faut faire la distinction également entre arthrose et arthrite. Arthrite, ce qui est en it, c'est généralement une inflammation aiguë. L'arthrose, c'est quelque chose de chronique, qui veut limiter, mais qui ne représente pas de problème immédiat. Il est possible d'envisager certaines activités physiques quand on a un problème d'arthrose, notamment la natation. Hein. Souvent, le poids du corps est moindre lorsqu'on est immergé. Donc la natation, c'est une activité physique que l'on peut recommander chez des personnes qui ont de l'arthrose. Les personnes qui ont des problèmes d'arthrose au niveau des genoux vont avoir des difficultés à la marche. Par contre, la pratique de bicyclette avec le poids du corps sur la selle va soulager les genoux. Donc, il sera possible de pratiquer un peu de bicyclette gentiment chez des gens qui ont de l'arthrose. Donc, ça reste possible, mais il faut que l'activité physique soit adaptée en fonction de non seulement sa condition physique, mais également des petits problèmes annexes que l'on peut avoir.
Merci. Alors, on parle des différentes disciplines sportives. Je pense que parmi les personnes présentes, ils seront aussi peut-être curieux de savoir quelle est la discipline, la pratique sportive que vous faites, Dr Brouet, pour vous maintenir en forme. La pratique sportive qui doit être conseillée, c'est celle qui vous plaît davantage, ce que vous aimez faire. Je crois que c'est le premier critère. Moi, j'ai pratiqué plusieurs activités sportives qui ont évolué en fonction de mon avancée en âge. J'ai fait du tennis de table de compétition. Je ne suis pas arrivé au même niveau que Jean-Michel Sèvres, mais plus modestement au niveau régional, je n'étais pas mauvais. J'ai arrêté pendant les études universitaires. Je n'ai jamais fait beaucoup de tennis parce que le tennis de table entraîne des difficultés pour réaliser le bon mouvement au niveau du tennis. Et je me suis retrouvé dans la pratique du squash que j'ai fait pendant un nombre d'années peut-être un peu trop important. Et actuellement, à mon âge, c'est-à-dire 77 ans, je réalise de la marche, brisk walking, marche rapide, et beaucoup de jardinage, parce que le jardinage est également une excellente activité physique à recommander. J'aide ma femme à faire la vaisselle. Merci pour les curieux. Aussi une question d'un autre registre, mais par rapport à la prévention secondaire, par rapport à l'hypertension artérielle. Si on souffre d'hypertension légère, mais régulée par des médicaments, est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières, faire attention au dénivelé pour l'interrogation? Voilà. Si vous avez un problème d'hypertension artérielle, il faut éviter un excès d'efforts de type résistance. Parce que là, ces efforts peuvent entraîner une augmentation momentanée de la tension artérielle, de la pression artérielle lors de leur réalisation. Sinon, si vous avez une hypertension artérielle et que vous êtes correctement traité, généralement une hypertension artérielle est traitée médicalement, par médicament, et que vos chiffres tensionnels sont contrôlés au repos, il n'y a pas de limitation en ce qui concerne l'effort, mais là aussi, une épreuve d'effort sur bicyclette ergométrique peut vous donner des renseignements sur la sécurité et le niveau d'effort que vous pouvez atteindre si vous êtes hypertendu, mais il y a, au contraire, je pense que la pratique régulière d'une activité physique chez un hypertendu ne peut être qu'encore plus bénéfique que chez une personne normotendue. Merci. Alors, je vais peut-être prendre les deux dernières questions. Donc, une question qui a plutôt trait par rapport à une discipline particulière. Donc, que pensez-vous des cours d'aquagym? Je fais le lien aussi avec une autre question. Que pensez de la pratique du yoga en prévention des problèmes cardiaques? On ne va pas rentrer non plus dans les détails. On ne va pas commencer à détailler toutes les disciplines, mais voilà, par rapport à ces activités d'aquagym et le yoga. Eh bien oui, c'est un excellent exemple, l'aquagym, d'une activité physique tout à fait adéquate pour des personnes qui sont âgées ou qui ont des problèmes de mobilité. Des problèmes de mobilité qui peuvent être dus à un excès de poids ou à des problèmes d'arthrose dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'autre partie de la question, c'était l'aquagym. Et le yoga, en fait, dans la... Le yoga, pour c'est un excellent exemple d'exercice pour améliorer le synchronisme et le sens de l'équilibre, et cela participe également à un bon effet sur le plan de la santé mentale, d'atteindre la sérénité que produire le yoga, ça n'a peut-être que bénéfique pour le système cardiovasculaire également. Ben voilà, et donc c'est vrai qu'on sait que la santé mentale, pour le moment, elle est dans le collimateur, donc effectivement, c'est intéressant. Ben voilà, je pense qu'on va en rester là par rapport à ces questions. Je vois que la majorité des questions dans le chat ont été répondues. Ben voilà, il me reste peut-être à vous remercier en tout cas pour votre exposé. Je pense qu'on est bien au clair maintenant sur les bienfaits, l'intérêt d'une activité physique régulière pour la prévention des risques cardiovasculaires. Je pense qu'il ne fait pas si mauvais que ça. Je regarde dehors, on va aller tous marcher, faire du vélo ou aller courir cet après-midi après cet exposé bien au clair. Voilà, merci en tout cas à vous pour être présent et au Dr Brouet pour son exposé. On va vous envoyer donc à toutes les personnes qui sont inscrites un petit mail avec la possibilité donc de revoir cette conférence et également vous envoyer donc le support PowerPoint du Dr Brouet
si vous voulez revoir aussi certaines slides. Voilà, j'en profite aussi pour vous dire, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'exposé, que nous organiserons une prochaine conférence en lien avec l'activité physique et la santé lundi prochain, le 8 mars à 10h30, donnée par le docteur Nilens, sur la reprise spécifiquement de l'activité physique. Voilà, je pense que on va pouvoir se laisser là. Encore merci à tous. Merci et au revoir tout le monde. Au revoir à tous et bon après-midi. Merci beaucoup.